Bonsoir, bienvenue au 21e Salon de la polyarthrite organisé par l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Le salon est placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. Il est parrainé par le ministère des Solidarités et de la Santé et par la Société française de rhumatologie. Je suis Sandrine Rollo, secrétaire générale de l'association. Même si vous ne voyez que moi à l'écran pour l'instant, c'est toute une équipe qui est avec moi pour la préparation de l'organisation du salon, des salariés et des bénévoles qui sont mobilisés depuis plusieurs mois pour vous proposer un événement qui réponde à vos attentes. Les bénévoles de l'association sont des personnes qui sont comme vous, touchées par un rhumatisme inflammatoire chronique ou qui sont des proches de malades. Ils savent combien c'est important d'être soutenus, écoutés, informés. Le programme du salon a été élaboré à partir de leur expérience, de leur vécu de la maladie au quotidien, mais aussi à partir des échanges, des rencontres avec les malades sur le terrain, lors des permanences d'accueil ou des permanences téléphoniques. Alors j'en profite pour remercier tous ceux qui participent à l'élaboration et à la construction de ce salon. Et je remercie également nos partenaires. Donc ce soir, la conférence bénéficie du soutien institutionnel du laboratoire Fresenius Kabi, que nous remercions chaleureusement. Donc vous allez pouvoir poser vos questions en direct et par écrit en utilisant le chat. Attention, si vous êtes en mode plein écran, il est possible que le cadre pour écrire votre question ne s'affiche pas. Pour ça, il faut quitter le mode plein écran. Alors, il est 18h30 passé, la journée est presque finie et c'est l'heure où on commence à se poser la question « Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» Alors, professeur Selam, on vous a invité pour répondre à cette question. Alors, je précise que vous êtes rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine. Donc, je ne vais pas vous demander de nous dire qu'est-ce qu'on va mettre au menu ce soir, mais plutôt de nous dire s'il y a des aliments qu'il faut mettre dans son assiette ou ne pas mettre dans son assiette lorsqu'on a un rhumatisme inflammatoire chronique, et plus largement de nous dire comment, si on peut agir avec l'alimentation sur notre maladie. Bien, merci Sandrine. Effectivement, c'est une introduction intéressante qui souligne que l'alimentation est au cœur de notre vie. Et donc, je suis ravi, honoré d'être présent ce soir au salon, au e-salon de la FPRIC, justement pour vous parler de tout ce que l'on sait sur l'alimentation et comment orienter la manière de s'alimenter lorsqu'on a un rhumatisme inflammatoire chronique. Et ça, sur la base des recommandations que nous avons développées sous l'égide de la Société française de rhumatologie. Donc, je ne vous donnerai pas un cours de cuisine, mais bel et bien les résultats de ces recommandations en essayant de les mettre en perspective avec votre quotidien, ce qui est essentiel. Alors, donc, tout d'abord, j'essaie de faire marcher. Voici donc mes liens d'intérêt, à savoir que je n'ai pas de lien d'intérêt avec des entreprises de l'agroalimentaire ou de la nutrition. Alors d'abord, première question. Pourquoi intégrer la nutrition à la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques? En quelque sorte, Sandrine y a un petit peu répondu. C'est que c'est au cœur de la vie de tous les individus, puisqu'on mange plusieurs fois par jour, parfois seul, parfois au travail, parfois dans le cadre familial ou professionnel. Et donc, ça veut bien dire que le fait de s'alimenter fait partie intégrante de notre vie quotidienne et ce, de manière pluriquotidienne. Donc, bien sûr, lorsque l'on a un rhumatisme inflammatoire chronique, il en est exactement de même. Alors, en fait, les liens entre alimentation et système immunitaire et donc rhumatisme inflammatoire, ils sont connus. Et il y a un très fort rationnel scientifique pour s'intéresser à l'alimentation en cas de rhumatisme inflammatoire chronique. En effet, les aliments qui contiennent tout un tas de molécules, des nutriments, des oligoéléments, des vitamines, peuvent agir directement sur les cellules de l'immunité,
C'est très connu avec la vitamine D, c'est très connu avec divers oligoéléments, diverses molécules qui circulent dans le corps humain. Et puis, les aliments ont aussi un effet indirect. Et comment ils ont un effet indirect? C'est qu'ils sont digérés par votre flore intestinale. La flore intestinale, lorsqu'elle digère les bons aliments, va favoriser la production de petites molécules plutôt anti-inflammatoires qui vont passer la barrière digestive pour agir sur le système immunitaire. Donc, vous voyez, un effet direct sur le système immunitaire et également un effet indirect via la flore intestinale. Évidemment, en fonction de ce que l'on mange, ça peut être des effets plutôt positifs ou sinon des effets néfastes. Alors, l'alimentation et les rhumatismes, évidemment, votre perception est importante. Et probablement qu'il faut le reconnaître, cette perception des patients vis-à-vis de l'alimentation a été quelque peu négligée parmi les rhumatologues. Vous voyez cette étude qui a été menée aux États-Unis chez près de plus de 200 patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez qu'un quart déclare qu'au moins un aliment influe positivement ou négativement sur leurs symptômes de polyarthrite, donc les douleurs notamment, la raideur matinale, et un quart ont de ce fait eu l'occasion de faire ce qu'on appelle des stratégies d'évitement d'alimentation, c'est-à-dire que ces patients ont retiré certains aliments de l'alimentation. Donc, il faut avouer que chez un certain nombre de patients, eux n'ont pas l'impression que ça joue, mais quand même, chez un nombre non négligeable d'entre eux, ça a l'air d'avoir un effet sur les symptômes de polyarthrite. Et effectivement, certains aliments sont perçus comme aggravant les symptômes de polyarthrite, viande rouge, soda sucré, dessert sucré. Et puis d'autres, semblent plutôt diminuer les symptômes, tels que les poissons, certains légumes et les fruits rouges. Alors, on voit bien qu'il y a une perception des patients. Et en fait, les patients, ils changent leur alimentation. Une étude plus récente qui a été menée en France chez 300 patients ayant une maladie inflammatoire chronique, donc rhumatisme inflammatoire, psoriasis ou maladie inflammatoire du tube digestif, on voit que près de la moitié des patients ont modifié leur alimentation une fois que la maladie s'est déclarée. Et vous voyez principalement de leur propre initiative, c'est-à-dire que probablement ils étaient peut-être un peu perdus, ils ont eu peu d'indications de la part de leurs médecins, de la part des soignants, de la part de leurs rhumatologues, et donc ils ont pris eux-mêmes l'initiative de faire des essais sans lactose, sans gluten, pauvre en sucre, etc. Vous voyez qu'à peine un tiers l'a fait selon les conseils d'un professionnel de santé, donc c'est finalement assez peu. Et puis, il y en a un certain nombre qui ont ressenti des changements, et surtout, j'aimerais insister sur une chose, et ça, c'est quelque chose dont les rhumatologues doivent tenir compte. 2 tiers des patients n'en ont jamais parlé avec leur spécialiste. Ça montre bien qu'il s'agit de quelque chose qui est perçu comme étant très important par les patients, un moyen pour eux d'agir sur leur rhumatisme, et pour autant, les professionnels de santé ne leur en parlent pas obligatoirement spontanément, et eux-mêmes, les patients, n'en parlent pas beaucoup avec leur spécialiste. Donc, il y a probablement beaucoup de travail à faire. Et ça, cela reflète bien une fracture, en tout cas, qu'il peut y avoir entre la relation médecin-patient, puisqu'on voit bien que maintenant que nous avons des traitements très efficaces, les traitements ne font pas tout. Il peut rester des symptômes, de la fatigue, des raideurs, et puis les patients ne veulent pas agir sur le rhumatisme uniquement que par les médicaments. Bien évidemment, les médicaments sont importants, mais ils ne font pas tout. Et les patients s'intéressent à autre chose, et notamment à certaines autres médecines dites complémentaires, telles que le yoga, le tai chi, certaines activités physiques, la relaxation. Et bien évidemment, l'alimentation, la manière de s'alimenter s'intègre dans toutes ces mesures que nous, on appelle non pharmacologiques, c'est-à-dire non médicamenteuses. Et à l'opposé, il faut que le médecin enlève les doigts qu'il a dans ses oreilles pour écouter les patients. Ça, maintenant, ça me semble évident. Alors, tout d'abord, il faut savoir, et on vient de le dire, que pour moi, l'alimentation, c'est un moyen de rendre le pouvoir au patient. Évidemment, la maladie se déclare, c'est une nouvelle brutale et difficile, et évidemment, les traitements marchent très bien maintenant, mais ils ne font pas tout. Et donc, ça veut dire que les patients, ils veulent pouvoir être acteurs de leur propre santé, au-delà de la prise des médicaments, qui est bien évidemment importante. Eh bien, les pratiques alimentaires et les aborder avec les patients, c'est essentiel. Et ça, vous allez voir dans les recommandations dont j'ai parlé, et qu'on a développé avec la SFR, ça a été quelque chose qui a été pris en compte. Alors, pourquoi des recommandations sur l'alimentation? Finalement, les patients sont parfois peut-être un peu laissés seuls, ils n'en parlent pas avec les soignants, alors que l'on voit naître tout un tas de pratiques alimentaires variées
dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il y a tout un tas de régimes, d'alimentation enrichie, de compléments alimentaires qu'on voit dans les rayons des parapharmacies, des régimes d'exclusion, sans lactose, sans gluten, végétalien, des régimes plus complexes, le méditerranéen, mais encore d'autres, tels que le Senialé, Kousmine ou bien évidemment le régime hypocalorique pour la perte de poids. On sait que certains de ces régimes d'exclusion peuvent mener à des risques de carence, qu'il y a probablement beaucoup de croyances face à ces régimes et que lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, sur Internet, on voit que les informations qui sont déclarées comme démontrées à 100% n'ont pas toujours le rationnel scientifique que l'on attend. Fort de ce constat, nous avons décidé de développer sous l'égide de la Société française de rhumatologie des recommandations sur les régimes pour les patients ayant un rhumatisme inflammatoire chronique, donc sur la manière de s'alimenter. Alors, on ne peut pas faire ça seul. Les rhumatologues, ils ne connaissent pas toute l'alimentation. Il faut faire appel à d'autres spécialistes, des médecins nutritionnistes, et nous avons travaillé en partenariat avec des sociétés savantes de nutrition, Afero, SFN et SFNCM. Nous avons travaillé également avec une diététicienne et avec l'Association française de diététique. Et puis, plusieurs associations de patients ont participé. Et je tiens à remercier chaudement ici l'AFPRIC, qui a pris le sujet à bras-le-corps, et notamment Sandrine Rollo et Sylvie Svedge, qui a participé au groupe de travail et donc à l'élaboration de ces recommandations du début à la fin. Donc, un grand merci. Alors, tout d'abord, dans ces recommandations, nous avons eu comme grande règle qu'il faut s'appuyer sur la littérature scientifique. Ça ne suffit pas le on-dit, ça ne suffit pas de dire « moi, j'ai fait l'expérience que », parce que là, on va recommander des choses pour le grand nombre. Il faut avoir des preuves scientifiques pour asseoir, pour justifier ce que l'on va recommander pour les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique. Tout d'abord, 2 messages importants en amont des recommandations en elles-mêmes. Les conseils nutritionnels, c'est important. Je pense que vous me voyez convaincu et je le suis, mais cela ne doit pas vous affranchir de suivre le traitement de fond médicamenteux. Bien évidemment, ces mesures alimentaires sont un complément et un complément qui peut être important. Et il faut savoir qu'aucune intervention alimentaire n'a démontré un effet protecteur sur les articulations. Et en gros, on ne guérit pas des rhumatismes inflammatoires juste par le régime. Il faut très souvent, pour contrôler l'activité inflammatoire, des traitements. Peut-être prévenir les rhumatismes, mais on n'en est pas là, la recherche est en cours. L'autre chose, c'est que alimentation va avec activité physique. On pourrait en parler pendant toute une conférence, mais n'oubliez pas que les deux vont ensemble et on connaît les vertus anti-inflammatoires et antidouleurs de l'activité physique. L'activité physique, on peut y agir à bien des égards et à bien des moments de la journée. Voici quelques exemples, le vélo, les escalators, téléphoner en marchant, et puis le nombre de pas réalisés que l'on peut mesurer grâce au smartphone. Après, quel régime ou complément sont utiles pour agir sur son rhumatisme inflammatoire, c'est-à-dire pour diminuer l'activité du rhumatisme, diminuer les douleurs, diminuer l'inflammation, diminuer la raideur, diminuer la fatigue. Eh bien, tout d'abord, la perte de poids. Lorsque l'on est en surpoids ou lorsqu'on est en état d'obésité, ça a été clairement démontré que les patients qui vont perdre du poids et donc diminuent l'activité de leur rhumatisme inflammatoire. Donc ça, c'est très bien et il faut les accompagner dans cette stratégie-là. Parfois, c'est pas évident à faire, donc il faut peut-être s'aider d'une supervision par un diététicien ou un médecin nutritionniste. On peut par exemple faire attention à la taille des portions et puis il faut avoir un objectif de perte de poids sur la durée. C'est pas le tout de perdre plusieurs kilos en quelques semaines. L'important, c'est d'aller sur la durée. C'est pour ça qu'on parle pas de régime trop strict, mais vraiment d'une perte de poids progressive et ça sans perdre de muscle, parce que ça, dans les régimes trop stricts, c'est ce qui peut se passer. Et puis ça a un effet général sur le moral et sur le cœur et les vaisseaux. L'autre chose, c'est le régime méditerranéen. Et on va y revenir, mais ça, on a eu la preuve en reprenant toutes les études qu'effectivement, ça peut avoir un effet complémentaire au traitement de fond, surtout dans la polyarthrite rhumatoïde, et ça a un effet sur la douleur, la raideur matinale, la qualité de vie, puis en plus, ça va agir sur la prévention cardiovasculaire. Et en fait, lorsqu'on fait ce régime, on peut perdre un peu de poids. Alors, le régime méditerranéen, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est connu, qui est basé sur le régime qui était à l'origine réalisé plutôt en Grèce, avec plutôt de l'huile d'olive, plutôt de la viande maigre, une abondance de produits de type fruits et légumes, des fruits secs de manière régulière, plutôt des poissons dits gras, et donc du vin avec modération si on en boit,
peu de sucreries, une bonne hydratation et de l'activité physique. Et ça, vraiment en suivant la saisonnalité et en faisant soi-même sa nourriture. Donc, vous voyez, pas trop de viande rouge, pas trop de beurre, pas trop de gras. Et en fait, c'est plutôt le régime équilibré, mais sans excès. Alors voilà des exemples, hein. Vous voyez que ça peut être très varié le régime méditerranéen, ça peut être du poisson avec quelques légumes, ça peut être une salade avec de la viande comme de la viande blanche, ça peut être du fromage, ça peut être des lentilles, ça peut être des fruits secs, des noix, etc. Et puis de l'huile d'olive et puis encore d'autres huiles. Donc il y a plein de manières et ça, il y a énormément de sites qui montrent bien comment suivre ce régime et je crois qu'il y a aussi quelques brochures de l'AFPRIC sur le sujet. Alors après, les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, on les a tous étudiés. Il y en a un qui ressort et qui est en fait en lien avec les oméga 3, avec le régime méditerranéen, ce sont les oméga 3. Les oméga 3, ce sont un certain type de corps gras, de lipides, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Mais pour les recommander, on ne s'est pas arrêté à regarder si sur des modèles de souris, lorsqu'on lui donne des oméga 3, eh bien l'arthrite diminue. On a regardé des essais cliniques menés chez des patients et effectivement, le fait de prendre des oméga 3 en complément alimentaire, donc supérieur à 2 grammes par jour, eh bien, ça peut avoir un effet, notamment sur les symptômes de polyarthrite, la douleur, la raideur. Donc, il y a différents types d'oméga 3. Vous allez voir où est-ce qu'on peut les trouver, principalement dans les poissons gras et dans certaines huiles riches en oméga 3, comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix. Et il faut insister sur certains oméga 3 qui s'appellent EPA et DHA, c'est des noms de code, qui sont principalement issus des huiles animales et des aliments d'origine animale, tels que les poissons, et supérieurs à 2 grammes par jour. Donc, si vous avez le souhait de faire une intervention alimentaire, vous voyez, il y a le régime méditerranéen qui vraiment peut influer sur vos différents repas. Et puis, si vous voulez faire quelque chose en plus sans que cela soit obligatoire, eh bien, il y a ces compléments en oméga 3, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas remboursés. Alors, les oméga 3, vous voyez que par l'alimentation, on peut déjà les apporter. Vous voyez qu'il y a tout un tas de poissons gras que l'on peut consommer. Il y a certaines huiles qu'il ne faut pas faire cuire. Il faut faire attention à leur conservation, hein. Il y en a certaines qui se mettent au frais à l'abri de la lumière. Puis, il y a certaines graines et certains légumes qui en contiennent. Donc, vous voyez, tout un tas de produits. Et puis, il faut varier les huiles. Il ne faut pas les faire cuire pour les salades, éventuellement à combiner avec de l'huile d'olive. Et ça, c'est complètement en cohérence avec le régime méditerranéen. Et puis, il y a des régimes qui ne sont pas recommandés. Pourquoi ils ne sont pas recommandés? Eh bien, c'est parce qu'on a beau avoir fait l'étude de la littérature scientifique, soit les résultats étaient franchement mitigés, soit pas de très, très bonne qualité, soit tout simplement, il n'y avait aucun résultat, contrairement à ce que l'on peut voir pulluler sur Internet. Tout d'abord, le régime sans gluten. Régime sans gluten très à la mode. On sait que ça marche et surtout que c'est un traitement essentiel d'une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie cœliaque, qui est une véritable intolérance auto-immune au gluten et qui peut se compliquer de certaines complications telles que le lymphome. Donc là, lorsque on a une maladie cœliaque, il n'y a pas de discussion, il faut suivre le régime sans gluten. Mais on parle actuellement beaucoup d'intolérance au gluten et d'individus qui ne supportent pas le gluten, hein, avec ou sans la polyarthrite. Hein. Et effectivement, le gluten peut donner quelques troubles digestifs. Ça, c'est tout à fait accepté et reconnu. Il n'empêche que lorsqu'on regarde les études sur est-ce que le régime sans gluten, est-ce que le fait d'enlever le gluten va diminuer les arthrites, eh ben, on n'a pas grand-chose. On n'a rien avec le gluten seul, aucune étude, et toutes les études avec le gluten ont combiné du végétalien, du végétarien, du jeûne en différentes séquences, quelque chose de très strict. Et finalement, c'est des études du début des années 90. Au total, on a testé ça sur moins de 200 patients. Et il faut savoir que globalement, c'était responsable de certaines carences vitaminiques, B12, B9, vitamine D, fibres, minéraux, alors qu'à l'inverse, gluten ne veut pas dire que c'est pas gras, et donc il pouvait y avoir un excès de lipides, de graisses saturées, de sucre et de sel. Donc, si vous souhaitez faire le régime sans gluten, il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve scientifique et que surtout, il faut que vous soyez accompagné. Parce que ce qu'il faut, surtout, c'est vraiment éviter ces carences qui peuvent vous causer bien d'autres problèmes de santé. Et puis, n'oubliez pas, avoir des régimes trop stricts que l'on s'impose, ça peut mener à de l'isolement social et puis ça coûte cher parce que les aliments sans gluten, ça a été largement repris par l'industrie agroalimentaire et il suffit de voir pour cela, eh bien, la taille des rayons sans gluten dans les supermarchés. Je pense que c'est pas par philanthropie que on voit la taille de ces rayons augmenter de surface.
Le jeûne. Le jeûne, on a vu des expériences dramatiques, notamment cet été avec un décès dont vous avez dû entendre parler avec un jeûne hydrique prolongé sur plusieurs semaines. Mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs études sur le jeûne dans les années 80 dans la polyarthrite rhumatoïde, mais des jeûnes courts. L'effet était modeste, voire nul. Ça marchait un peu, on ne peut pas dire le contraire, mais lorsque l'on compare l'effet du jeûne à l'effet des rhumatismes d'un traitement de fond tel que le méthotrexate, eh ben, on voit que l'effet du jeûne est bien moindre. Les études sont anciennes, il y a peu de patients et puis surtout les abandons sont nombreux. Et puis qu'est-ce qu'on fait au bout de 7 jours, surtout quand est-ce qu'on le reprend, personne ne sait. Ça n'a aucun effet de protection des articulations. Si vous faites le jeûne, eh ben, ça ne va pas obligatoirement protéger les articulations d'éventuelles destructions. Et puis, on sait que ça peut déstabiliser certaines maladies que vous pouvez éventuellement avoir. Ça peut provoquer des carences. Donc, je dirais que compte tenu de notre niveau de connaissance, eh bien, on ne peut pas recommander le jeûne et surtout le jeûne de manière isolée, car vous prendrez certainement un risque sur votre santé. Je ne suis pas sûr que le jeûne envahisse la chandelle compte tenu de l'efficacité qu'on connaît. On parle beaucoup du jeûne intermittent actuellement, à vrai dire. Pour le jeûne intermittent, où on fait des jeûnes courts, mais sur plusieurs jours, on n'a strictement aucune donnée dans la littérature et des études sont certainement à faire sur le sujet. Le régime végétalien, c'est à peu près pareil que le sans gluten. Des études négatives ou sinon de mauvaise qualité, peu de patients. Quand je vous dis peu de patients, c'est une quarantaine de patients. Moi, je ne me vois pas recommander quelque chose à un patient lorsque j'ai vu une étude sur 40 patients. C'est pas possible. Il faut savoir que les patients ont du mal dans les études à tenir sur le long terme parce qu'il faut pouvoir tenir quand même d'un point de vue social, d'un point de vue aussi culinaire, d'un point de vue gustatif. Et dans toutes ces études, en fait, les patients étaient obligés de consommer des compléments alimentaires vitaminiques. Donc finalement, vous enlevez certains aliments pour prendre des compléments alimentaires. Je ne sais pas si vous avez gagné au change. Et puis, moi, j'ai vu plusieurs études qui montraient une association entre pratique de ces régimes et syndrome dépressif. Donc, en tout cas, pas d'effet direct sur l'activité du rhumatisme inflammatoire chronique. Et puis, les produits laitiers, pareil. On voit que dans toutes les études sans gluten, végétalien, il n'y avait pas de données strictes sur l'éviction des produits laitiers. Mais ce que l'on peut dire, c'est que dans ces régimes où parfois on réintroduisait les laitages, on ne voyait pas de rechute articulaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, lorsque les patients reprenaient les laitages qu'ils avaient enlevés, on ne voyait pas d'effet sur la polyarthrite. Donc, je sais que certains patients ressentent des choses en enlevant les produits laitiers. Il n'empêche que pour l'instant, les données ne sont pas très, très fortes pour supporter cela. Après, si le souhait du patient est celui-ci, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il faut éviter les carences vitamino-calciques, vitamine D et calcium, et puis surtout, ne pas oublier que les laitages fermentés, donc pas le lait, mais plutôt les yaourts, les fromages, eh bien, ça aurait un effet bénéfique sur les fractures, sur les cancers et le risque cardiovasculaire. Et puis, il y a des régimes dont on a beaucoup entendu parler. Et moi, je dirais dont on a trop entendu parler. Probablement parce que les réseaux sociaux et puis Internet leur a donné beaucoup trop de visibilité, alors que lorsque vous allez sur les revues scientifiques, vous ne retrouvez même pas une seule étude. Je ne dirais même pas une, 0 étude. Régime Seignalais, régime Paléo, régime Kousmine, qui sont des régimes très astreignants, où on va éviter tout un tas d'aliments, où on va manger cru, où on va éviter de chauffer certaines huiles. Eh bien, aucune étude publiée. Finalement, tout ça, c'est issu d'expériences personnelles. Donc, peut-être qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais on ne peut pas le recommander au plus grand nombre dans le cadre de recommandations. Il y a un rationnel qui est théorique, qui est possible. On peut l'accepter, mais par contre, est-ce qu'il a été testé de manière robuste chez l'homme? La réponse est non, avec aucune publication à la clé. Et puis les vitamines et les oligo-éléments et les probiotiques pour agir sur le rhumatisme. Il y a certaines vitamines telles que la vitamine D qui est importante pour les os. La vitamine B9, c'est l'acide folique dont on se sert pour contrer les effets secondaires du méthotrexate. Mais à part ça, toutes les vitamines, les oligo-éléments, eh bien, il n'y a pas eu suffisamment de données pour pouvoir les recommander. Et même lorsque l'on prend des études où on prend un groupe à qui on va donner de ces vitamines et d'autres à qui on ne va pas en donner, et à qui on va donner un placebo, on ne voit aucune efficacité. Donc, vous voyez, méfiance sur les compléments vitaminiques qui ne sont pas remboursés, sauf, je le rappelle, vitamine D, prévention d'ostéoporose et des maladies osseuses, et vitamine B9, c'est l'acide folique. Et donc, ça, c'est important avec le méthotrexate. Et puis, pour les probiotiques, c'est pareil.
On sent que c'est intéressant le microbiote, on sent qu'il y a des choses à faire là-dessus, modifier sa flore digestive pour agir indirectement sur son inflammation. Mais pour l'instant, lorsqu'on reprend les études publiées, il n'y a rien qui ressort. On a essayé quelques probiotiques, c'est vraiment des mixtures de bactéries, mais que l'on va ingérer et on ne voit rien. Il n'y avait pas d'effet secondaire non plus. Et finalement, si on regarde ce qui est recommandé à l'échelon national sur le site Manger Bouger, vous savez, on a beaucoup entendu parler de mangerbouger.fr, eh bien, on voit que les recommandations pour la population française se rapprochent fortement des recommandations en cas de rhumatisme inflammatoire. Vous voyez qu'on insiste sur les fruits et légumes. Ça, c'est pour la population générale, c'est pas quand on a une polyarthrite, une spondylarthrite ou un rhumatisme psoriasique. On voit qu'ils insistent sur les produits céréaliers complets, notamment, donc plutôt du pain complet, sur des légumineux tels que les lentilles, les haricots 2 fois par semaine, sur les produits laitiers, notamment, par exemple, les fromages les plus riches en calcium, c'est les fromages à pâte dure, plutôt la viande blanche, plutôt les poissons et fruits de mer en variant le type de poisson. En diminuant la consommation de sel, en limitant la charcuterie, en limitant les graisses et les produits sucrés. Donc ça, c'est la bonne alimentation. Et je dirais que avant de faire des régimes compliqués, déjà, c'est important d'essayer de suivre les recommandations de la population générale. Et si on veut faire un effort en plus, eh bien, de suivre les recommandations et en tout cas de suivre le régime de type méditerranéen en insistant sur les différents points. Et je vous invite à vous reporter aux différentes brochures qui ont été faites par l'AFPRIC sur le sujet. Et puis, en conclusion, ce que je vous ai présenté là, ce sont les premières recommandations portant sur l'alimentation dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, c'est important, c'est un travail majeur qu'a réalisé la Société française de rhumatologie pendant ces 2 dernières années. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour pouvoir vraiment élaborer un travail solide. Le message global, c'est si vous souhaitez faire une intervention, eh bien, vraiment, le régime méditerranéen, c'est quelque chose qui est important. Augmenter les apports en oméga 3 avec certains poissons, notamment poissons gras et certaines huiles, et puis peut-être les compléments alimentaires. La perte de poids, ça me paraît essentiel parce que, mais peut-être une perte de poids encadrée à l'aide d'une supervision diététique en ciblant l'effet à long terme. Et puis de manière plus générale, je pense que pour bien s'alimenter, pour suivre ces recommandations, il faut un peu cuisiner. Il faut éviter les aliments ultra transformés qui sont pleins d'additifs, qui en plus font prendre du poids à ration calorique égale. Donc, essayez de faire la cuisine et ça sans délaisser les traitements de fond. Il faut toujours y associer l'activité physique. Et puis enfin, pour finir, 2 messages importants. N'oubliez pas la composante plaisir, parce que c'est facile d'interdire les choses à tout le monde quand on est médecin, mais vraiment, il faut parfois se remettre en question et se dire que finalement, parfois, c'est plus important, si vous avez envie de manger un aliment, de le manger, plutôt que de vous dire « Ah là là, ça risque potentiellement d'être mauvais pour ma polyarthrite ». Il ne faut pas oublier la composante sociale et évidemment la composante financière. Et puis, méfiance sur les informations sur Internet, les réseaux sociaux ou les livres qui ont parfois une connotation marketing qui est très marquée. Voilà. Et donc, surtout pour finir, j'aimerais vous dire qu'au-delà des recommandations, on ne sait pas tout, on n'a pas tout étudié. Donc, le rhumatologue, il doit rester attentif au vécu des patients. Moi, c'est en écoutant les patients que je me suis dit que c'était une bonne idée de faire des recommandations sous l'égide de la SFR pour essayer d'aider les patients, d'informer les rhumatologues. Et c'est probablement un des moyens de retrouver une relation médecin-malade plus authentique en abordant ce sujet, bien évidemment sans négliger le traitement de fond, qui est un élément essentiel de la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques et qui ont révolutionné leur prise en charge. Et puis, je tiens à remercier la Société française de rhumatologie, les différentes associations, dont la FPRI, qui se sont impliquées dans l'élaboration des recommandations, ma collègue, le professeur Claire Dayen, avec qui nous avons développé ces recommandations, et puis d'autres médecins, notamment le professeur René-Marc Flipo et le professeur Sébastien Tsernikoff, qui se sont tous les deux impliqués en tant que rhumatologues et en tant que nutritionnistes dans le développement de ces recommandations, ainsi que les différentes personnes qui ont travaillé là-dessus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Selam, pour votre exposé et puis pour ces messages qui sont vraiment très, très clairs.
Je voulais aussi vous remercier d'avoir associé les associations de patients à l'élaboration de ces recommandations parce que ça vous a aussi permis je crois, de prendre en compte un petit peu les croyances ou aussi les attentes des patients en matière d'alimentation. Puis je crois que c'est très important où on est dans un contexte où parfois le discours des médecins est souvent critiqué ou en tous les cas mis à mal dans les médias. C'est bien d'expliquer à partir de quoi vous élaborez vos recommandations. Je sais que c'était un gros travail de bibliographie, de recherche des études internationales, tout ce qui touchait sur les rhumatismes inflammatoires chroniques et l'alimentation, que ça a été vraiment un gros travail et on est aussi très fiers à l'AFP d'y avoir été associés. Eh bien, j'en suis ravi et je suis content du travail. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il soit diffusé et je suis ravi justement que vous ayez proposé ce thème afin de toucher le plus grand nombre. Et je sais que vous êtes nombreux derrière vos écrans. Voilà, et je sais aussi qu'ils sont très nombreux à avoir posé des questions. Alors, première question, y a-t-il des aliments conseillés pour éviter les nausées dues au méthotrexate? Alors, il n'y a pas d'aliments conseillés pour éviter les nausées dues au méthotrexate et c'est vrai que c'est un inconfort qui est quand même relativement fréquent avec le méthotrexate. Moi, j'ai quelques astuces que je recommande aux patients, mais qui ne sont pas de l'ordre de l'alimentation. C'est de plutôt prendre le méthotrexate le soir au coucher, parce que parfois on a les nausées en dormant et on ne s'en rend pas compte. Et certains rhumatologues recommandent plutôt de prendre l'acide folique 2 jours avant plutôt qu'après le méthotrexate. Donc, c'est quelque chose dont vous pouvez parler avec votre rhumatologue, mais force est de reconnaître que je n'ai pas de remède miracle concernant les nausées. En tout cas, je n'ai pas de recette alimentaire par rapport à ça. Faut-il totalement éliminer le sel quand on prend de la cortisone? Je prends 10 mg de prednisone par jour. Alors effectivement, aux alentours de 10 mg de prednisone, il faut en tout cas franchement le restreindre. On est plus tranquille en dessous de 7,5 et encore plus en dessous de 5 mg par jour. Évidemment, à des doses plus élevées, ça c'est vraiment plus compliqué. Et puis surtout, le problème, c'est à quoi ça vous expose. Le risque, c'est quand même beaucoup le déséquilibre tensionnel, parfois un peu d'œdème. Donc, je dirais que vraiment, oui, vous pouvez, on est évidemment un peu plus souple que quand on prend 30-40 mg, mais malheureusement, à 10 mg par jour, le régime hyposodé reste de mise. Il y a certains moyens d'essayer de suppléer au manque de sel. C'est vrai que les patients ne sont pas toujours fans des sels alimentaires et des épices, mais c'est aussi un moyen un peu de pallier à cela. Alors, en suivant scrupuleusement un régime méditerranéen, est-il possible de réduire les doses de médicaments de l'APR? Personne n'a la réponse, malheureusement. Mais en tout cas, lorsque l'on regarde les études du régime méditerranéen, c'est simple. Pour vous dire les études, on proposait une étude. Les patients étaient randomisés en 2 groupes, un régime méditerranéen ou sinon ils suivaient leur régime normal. Et ce que l'on voyait, c'est que l'activité de la maladie diminuait modérément et notamment les symptômes subjectifs, vous savez, la raideur matinale. Donc, je dirais qu'à ce stade-là, je ne pense pas que ça puisse complètement réduire et même certainement pas arrêter le traitement de fond. Mais en tout cas, si vous prenez un traitement de fond et qu'il vous reste quelques symptômes à minima sans que le rhumatologue souhaite absolument changer tout le traitement, peut-être que de modifier un peu votre manière de vous alimenter va permettre de contrôler ces symptômes résiduels. Et donc, je pense que c'est un bon moyen d'agir en complément du traitement de fond. Alors, j'ai lu récemment sur un site médical que la bromélaïne contenue dans l'ananas aurait une action anti-inflammatoire, tout comme d'autres aliments tels que le raisin et l'oignon. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela peut influer sur l'activité de la maladie? Alors, c'est fantastique parce que c'est exactement la question que je voulais avoir. Pourquoi? C'est parce que, voilà, d'abord, vous avez dit que vous avez lu ça sur un site médical. Quelle source? Publication à l'appui? Données chez l'animal, données sur les cellules de l'articulation, études menées chez l'homme. Finalement, l'important, c'est pas uniquement de lire la conclusion, mais de savoir un peu d'où ça vient. Ça, c'est vrai que c'est souvent le travail du médecin. L'autre chose, c'est qu'il y a plein de molécules qui vont agir au laboratoire de recherche. Quand on prend les cellules de la synoviale et que l'on met peut-être cette bromélaïne, peut-être que ça a un effet anti-inflammatoire. Lorsque l'on prend une souris qui a de l'arthrite et qu'on lui donne cette bromélaïne, peut-être que ça a un effet anti-arthritique. Mais après,
on n'a aucune donnée concernant cette molécule dans la polyarthrite versus pas de cette molécule. Donc, en fait, c'est là où on va peut-être trop vite en besogne sur certains sites, où dès qu'on a observé quelque chose de théorique sur un effet anti-inflammatoire supposé d'une molécule, on dit tout de suite, c'est anti-inflammatoire, ça va marcher sur la polyarthrite. Eh bien non, la réponse est non, ça ne marche pas tout le temps. Et donc, je ne me jetterai pas sur cette bromélaïne, pour tout vous dire. C'est-à-dire que c'est un peu comme avec les médicaments, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe au laboratoire et puis après, il faut voir dans la vraie vie si les résultats sont les mêmes. Exactement, il faut le voir de la même chose. C'est une molécule, la bromélaïne, testons-la et c'est tout à fait possible de le faire. Hein. Donc, je pense que c'est un peu trop facile et ça peut en plus donner de faux espoirs en disant c'est une molécule anti-inflammatoire. Si vous saviez le nombre de molécules anti-inflammatoires au laboratoire de recherche, c'est invraisemblable. Par contre, est-ce qu'elles vont jusqu'à avoir un effet anti-inflammatoire pertinent, perceptible pour un patient? Ça, je ne sais pas et certainement pas pour toutes. Alors, quel est le meilleur régime pour perdre du poids avec nos maladies? Alors, lors de notre groupe de travail, les médecins nutritionnistes et notre diététicienne a mentionné que vraiment, c'est peut-être plus qu'un régime, c'est plus un accompagnement vers la perte de poids. Et probablement qu'il ne faut pas faire des régimes trop stricts. Il faut plutôt d'abord peut-être consulter une diététicienne, un diététicien, faire une enquête alimentaire, voir où peuvent être les erreurs. Et je pense que c'est comme cela que l'on pourrait identifier peut-être les points à modifier qui pourront vous amener à une perte de poids. Parce que finalement, vous dire, voilà, il faut manger 1000 kilocalories par jour et puis il faut enlever ça et ça, oui, c'est facile. Hein, il suffit juste d'enlever la moitié des aliments que vous mangez et puis on aura fait le travail. Mais en fait, vous allez faire ça quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les patients vont perdre du poids, mais ils vont reprendre tout aussitôt parce que c'est parfois pas tenable. Donc, je pense qu'il faut absolument, lorsqu'il y a un excès de poids, notable, peut-être prendre l'avis d'une diététicienne, d'un médecin nutritionniste, de voir où sont les points à modifier et être accompagné sur le long terme pour vraiment que cette perte de poids s'installe dans le temps. Moi, je dis quelque chose de tout simple aux patients. Déjà, pas obligatoirement se resservir, tout simplement. Manger dans des assiettes plus petites. Ça peut être des petites astuces qui permettent déjà de diminuer la taille des rations qui ont augmenté. Est-ce que là aussi, on pourrait conseiller aux patients, attention au régime miracle qu'on trouve sur les sites internet ou dans les magazines féminins avant l'été? Bien évidemment. C'est-à-dire que quand vous regardez ces régimes miracles, en fait, c'est globalement le régime méditerranéen. Et puis après, de dire, faut pas manger de laitage, faut pas manger de ci, faut pas manger de ça. Je vois pas sur ce sur quoi ça repose. Je pense que déjà, si on a une alimentation équilibrée, qu'on fait soi-même la cuisine, qu'on mange un peu avec toutes les huiles, pas trop de viande rouge, plutôt pas trop de corps gras, plutôt certaines huiles que j'ai mentionnées, on va y arriver et je pense que c'est la meilleure manière de faire. Mais attention au régime miracle, ça c'est sûr. N'oubliez pas que les personnes qui rédigent ces livres ont des livres à vendre. Hein, Alors, j'ai toujours eu l'habitude de faire des petites cures de levure de bière et de vitamines durant l'année. Depuis 1 an que j'ai l'APR, je n'ose plus rien prendre. Traitée par méthotrexate, j'ai toujours peur que les compléments alimentaires ne soient pas les bienvenus. Alors, les compléments alimentaires, vous avez vu qu'à part ceux à base d'oméga 3, on n'a pas trouvé grand-chose dans la littérature. Le problème, et c'est vrai qu'il faut s'aider de la parapharmacie dans laquelle vous allez aller, c'est l'origine des compléments alimentaires et leur qualité. Alors ça, c'est très compliqué parce que c'est moins régulé que les médicaments, les compléments alimentaires. Un médicament, le procédé de fabrication est standardisé et contrôlé et surveillé. Les compléments alimentaires, vous avez vu, il y a tout un tas de marques au rayon des parapharmacies. Donc, je dirais, faites-vous conseiller. Je n'ai pas de complément alimentaire à vous recommander précisément. Je pense que là, c'est le rôle du pharmacien de vous aider si vous souhaitez aller en ce sens. Et puis, vous pouvez vérifier auprès de votre rhumatologue et auprès du pharmacien qu'il n'y a pas d'interaction avec les autres médicaments que vous prenez. Les conseils d'un naturopathe peuvent-ils être utiles quand on a une polyarthrite? Tout dépend des conseils. Si les conseils, c'est de dire arrêtez vos traitements de fond et prenez tout ce que je vous donne en produits naturels, en plantes médicinales, etc., je dirais que ce sont de mauvais conseils. Et malheureusement, bon nombre de naturopathes vont dans ce sens-là. Donc, difficile de répondre. Vous avez vu ce que j'ai mentionné comme régime. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller voir un naturopathe pour suivre le régime méditerranéen. Allez plutôt voir une diététicienne ou un diététicien. Je suis atteinte de polyarthrite rhizomélique.
On m'a conseillé de manger moins salé, moins sucré. Je suis sous cortisone. J'ai un peu de cholestérol, donc je dois aussi manger moins gras et je manque de fer. Pour des questions... Ah, c'est pas fini. Pour des questions hormonales, je ne dois pas consommer de soja. J'avoue que parmi tout ça, je me sens un peu perdue au moment de prévoir mon menu. Que me conseillez-vous? Dois-je consulter un médecin nutritionniste? Eh bien, effectivement, je vois que, et vous pouvez voir tous que parfois, les problèmes se conjuguent et des problèmes complexes qui se conjuguent. Et ça fait que c'est difficile de s'en sortir. Peut-être que votre rhumatologue non plus ne pourra pas s'en sortir. Et je pense que là, c'est effectivement une situation où il faut prendre conseil auprès d'un médecin nutritionniste qui fera le tri parmi tout ça. Je dirais que effectivement, quand on a une pseudopolyarthrite rhizomélique, il faut éviter le sel, il faut éviter le sucre, il faut éviter trop de gras, mais il faut aussi manger des protéines parce qu'il ne faut pas perdre de muscle. Et donc ça, c'est aussi très important. J'insiste sur les apports protéiques. Et donc, dans ce genre de situation, eh bien oui, effectivement, prendre conseil auprès d'un médecin nutritionniste, ça peut être utile, ou sinon d'un diététicien ou d'une diététicienne. Est-ce que du coup, on pourrait un petit peu compléter en expliquant où est-ce qu'on peut consulter une diététicienne ou un médecin nutritionniste? Alors, les diététiciennes ont des cabinets en ville. Alors, effectivement, ce n'est pas remboursé. Les médecins nutritionnistes sont en partie remboursés. C'est vrai qu'ils prennent en charge essentiellement l'obésité. Mais vous pouvez demander notamment à votre médecin généraliste, qui doit quand même avoir un contact au moins avec un médecin nutritionniste ou une diététicienne. Et puis, surtout pour les recommandations générales, c'est pas pour faire de la pub pour la FPRIC, mais c'est vrai qu'il y a vous avez des choses, vous avez déjà fait des travaux dessus avec des brochures. Et déjà, ça, c'est très important de suivre ce type de recommandations plutôt que d'aller sur certains sites Internet. Oui, on a par exemple une rubrique consacrée à l'alimentation dans notre revue Polyarthrite Info. Et puis, juste pour compléter aussi, il y a aussi les séances et les programmes d'éducation thérapeutique dans les hôpitaux où il y a parfois des diététiciennes qui interviennent et qui peuvent donner des conseils. Effectivement, ça j'oubliais, mais effectivement, vous avez raison de le rappeler, Sandrine, dans les hôpitaux, via l'éducation thérapeutique, on peut avoir l'intervention des diététiciennes qui vont justement vous conseiller. Mais effectivement, ce genre de situation où plusieurs problèmes se combinent nécessite parfois l'aide de spécialistes. Alors, nous avons des questions sur le thé. Alors, j'ai une spondylarthrite ankylosante avec des problèmes au niveau des genoux et chevilles. J'ai lu que le thé vert aide beaucoup pour l'inflammation et les douleurs. Est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que je vous fais les deux en même temps et puis vous répondez? Je bois beaucoup de thé. J'ai lu que le thé réduisait l'efficacité du méthotrexate. Est-ce vrai? D'autres aliments ont-ils le même effet sur le méthotrexate? Alors, pour répondre à la dernière question, j'ai pas notion que le thé peut avoir un effet sur le méthotrexate, mais ça peut quand même, si vous consommez beaucoup de thé, je pense que ça peut quand même provoquer certains effets carentiels, mais ça, c'est effectivement à vérifier avec un nutritionniste. Pour ce qui est de la spondylarthrite et du thé vert, ce qui a été montré avec la consommation de thé, c'est chez les gens qui n'ont pas de rhumatisme déclaré, on s'est rendu compte que ceux qui déclaraient un rhumatisme, quand on compare des patients entre ceux qui vont développer un rhumatisme inflammatoire et ceux qui ne vont pas en développer, on se rend compte en regardant les enquêtes alimentaires que finalement, les patients qui n'en développent pas consommaient plus de thé. Mais ça, c'est avant qu'on ait le rhumatisme. Une fois qu'on a le rhumatisme, personne ne sait si le thé a un effet direct. Comme je le disais tout à l'heure, oui, le thé a un effet antioxydant. Donc, en fait, d'un point de vue théorique, ça pourrait marcher. Mais vraiment, on n'est que dans la théorie et on n'est pas du tout dans l'essai clinique chez les patients. Donc après, si vous avez ressenti un bienfait chez vous en consommant du thé, moi, j'ai tendance à vous dire continuez à boire du thé. Donc faites l'expérience parce que c'est pas non plus dangereux de boire du thé de manière mesurée et régulière. Donc pourquoi pas? Faut pas non plus être obtus et je ne vais pas vous dire c'est pas dans la littérature, faut pas le faire. Finalement, si vous en sentez un bienfait, n'hésitez pas à adopter cette pratique. Mais par contre, nous, on ne peut pas le mettre dans des recommandations. Alors, faut-il limiter sa consommation de café quand on a une polyarthrite? Alors, non, pas nécessairement, parce que c'est un peu comme pour le thé. C'est vrai que la caféine a été associée notamment au risque de développer la polyarthrite, mais ça, c'est des études statistiques sur le risque de développer la maladie, mais pas sur le fait de diminuer les douleurs, diminuer l'inflammation et les arthrites. Donc, je dirais que
Vous pouvez boire du café. Si vous avez l'impression que ça vous donne des douleurs articulaires, réduisez votre consommation de café. On n'en a pas la preuve, mais on ne sait pas tout. Et puis, si vous avez l'impression que ça vous fait du bien, vous pouvez en consommer sans excès. Alors, peut-on prendre de la mélatonine sans danger? Oui, la réponse est oui. C'est vrai que ça peut permettre de réguler le sommeil. C'est parfois proposé chez les patients qui voyagent, maintenant qu'on revoyage un petit peu. Et donc, c'est possible de le prendre, oui. Alors, on continue un peu le même type de question. Peut-on boire de l'alcool avec les médicaments de la polyarthrite? Alors, de toute façon, c'est toujours de l'alcool avec modération. Hein, donc ça, vous pouvez suivre les recommandations de manger, bouger. Hein, dans mon souvenir, c'est un verre par jour possible, sauf 2 jours dans la semaine. Donc, en gros, ça fait 5 verres par semaine. Je dirais que c'est possible, mais il faut se méfier des médicaments qu'on dit hépatotoxiques, tels que le méthotrexate. Et donc, l'essentiel, c'est de rester très raisonnable, bien évidemment de prendre en compte de savoir si vous avez des problèmes de foie au préalable et de le faire sans excès. Et puis, de toute façon, on pourra voir si le foie en souffre sur les bilans sanguins. Il semblerait que le microbiote joue un rôle dans la PR et la spondyloarthrite. Est-ce que certains aliments pourraient améliorer la composition du microbiote pour réduire l'inflammation? J'en suis convaincu. Je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère où pour les maladies inflammatoires, on se rend compte que l'alimentation agit sur les symptômes perçus. Et ça, il faut bien l'admettre parce que plein de patients le disent. Donc, ce serait vraiment nier la réalité que de ne pas l'admettre. Après, la question, c'est de savoir quels aliments et par quel mécanisme. Et puis, mais effectivement, ce que l'on pense, c'est que par exemple, les fibres alimentaires peuvent favoriser l'émergence de certaines bactéries au niveau du tube digestif qui vont être anti-inflammatoires. Donc, pourquoi pas? Mais ça dépend de quel microbiote de base on part, ça dépend comment on va le modifier, donc tout reste à faire. Et à vrai dire, vous savez, il y a eu une étude récemment faite sur la modification du microbiote intestinal, là par transplantation fécale, hein, donc vraiment une modification par une transplantation de selles. Dans le rhumatisme psoriasique, l'étude était négative, ça n'agissait pas sur le rhumatisme. Donc, comme quoi, que c'est bien plus compliqué que ça. D'un point de vue théorique, c'est vrai. D'un point de vue pratique, la recherche est en marche. Alors, bonjour. Atteinte de polyarthrite, j'ai eu avec un anti-Jack un dégoût de la viande et du poisson pendant plus de 6 mois. Avez-vous déjà eu des retours de ce genre? Je précise que je suis en non-réponse primaire pour 5 molécules. Alors là, on rentre dans une question très complexe, mais moi, je n'ai pas notion que les JAK inhibiteurs donnent ce type d'effet indésirable, de type dégoût alimentaire. Ça reste à vérifier dans le Vidal et je vous invite quand même, s'il y a vraiment une chronologie, d'en parler avec votre rhumatologue. Je rappelle au tout début qu'on dit que les patients parlent peu de l'alimentation avec leurs spécialistes. Et bien peut-être que pour vous, c'est l'occasion d'aborder ce sujet. Alors, je suis suivie pour une polyarthrite et un lupus avec ostéoporose sévère. Je suis sous Prolia en ce qui concerne l'ostéoporose. Que faire pour renforcer mes os et que faire à l'arrêt du Prolia? Alors, de toute façon, ce sont 2 choses différentes. C'est-à-dire que quand on vous traite votre ostéoporose, il y a des médicaments. En l'occurrence, là, on a choisi de vous traiter par Prolia, soit. L'autre chose, c'est le régime lorsqu'on a une ostéoporose. En fait, l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'on vous met le Prolia qu'il faut pas faire le régime ou qu'on arrête le Prolia qu'il faut continuer le régime. Le régime que l'on doit avoir lors de en cas d'ostéoporose, c'est un régime riche en calcium, aux alentours de 1000 mg par jour. Donc ça, c'est votre rhumatologue qui peut faire votre enquête alimentaire et qui peut voir si vous mangez assez de calcium. Et si vous n'en mangez pas assez, eh bien, il pourra vous donner des compléments sous forme de sachets ou de comprimés. Il faut aussi avoir des apports protéiques. Parce que les os, c'est aussi des protéines, c'est pas que du calcium, c'est le collagène. Et donc, c'est important d'avoir des apports protidiques. Il faut avoir des muscles autour de ces os. Et donc, pareil, ça, c'est les protéines. Et il faut avoir de l'activité physique. Et je sais que la Société française de rhumatologie, suite aux recommandations qu'on a menées dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, développe actuellement les recommandations alimentaires en cas d'ostéoporose. Donc, vous aurez des réponses détaillées à votre question dans les prochains mois, je l'espère. Quand on a une polyarthrite rhumatoïde, par exemple, il y a systématiquement par le rhumatologue une recherche pour savoir si la personne a de l'ostéoporose ou...
En tout cas, à partir du moment où la patiente ou la patiente est ménopausée, c'est certain, ou une fois que l'âge avance. Donc ça, c'est effectivement important de rechercher l'ostéoporose, parfois même effectivement de manière un peu plus précoce en cas de rhumatisme inflammatoire, puisque vous savez, la polyarthrite rhumatoïde est en soi un facteur de risque d'ostéopathie fragilisante. Alors, pourquoi n'y a-t-il aucune étude sur ces régimes sénialais, etc., qui pourrait les financer? Alors, pourquoi? Parce que ceux qui les ont conçus n'ont pas souhaité faire d'études dans les règles de l'art et on préfère ériger leurs connaissances et leur expérience personnelle comme une règle, on pourrait dire, de droit divin. Donc, je pense que la réponse est là. Moi, peut-être qu'il y a des choses à faire avec ces régimes. Ça reste des régimes très complexes. Et puis, les financer, je pense que les personnes qui s'intéressent à ce type de régime complexe peuvent trouver des financements académiques, mais pour l'instant, il y a tellement peu de rationnel pour les proposer que je pense qu'il y a des régimes beaucoup plus simples sur lesquels on peut travailler, tels que le régime riche en fibres, par exemple, qui est beaucoup plus simple pour le quotidien des patients et qui pourrait s'avérer utile à mener dans le cadre d'une étude et après, pourquoi pas, si c'est positif, le proposer. Comment faire la cuisine quand on a tellement mal aux mains, aux poignets, aux épaules, aux coudes, qu'on a du mal à soulever une casserole ou couper des légumes? Bien, je suis bien d'accord avec vous, c'est très compliqué. Tout d'abord, vous pouvez en parler pareil à votre rhumatologue et notamment au groupe d'éducation thérapeutique qu'il y a dans les hôpitaux, parce que peut-être que vous avez besoin de faire appel à un ergothérapeute qui pourra vous aider à adapter votre quotidien pour les gestes de la vie quotidienne. Et puis après, par exemple, pour couper les légumes, c'est vrai que c'est compliqué lorsqu'on a une polyarthrite qui vous occasionne des douleurs. Par exemple, ce que je pourrais vous recommander, c'est certains légumes surgelés, parce que vous savez que les légumes qui ont été immédiatement surgelés gardent leur richesse en nutriments. Donc ceux-là, peut-être qu'ils auront un peu moins de goût, mais en tout cas, ils auront la même richesse. Et vous savez que les légumes nature surgelés sont parfois bien plus riches en nutriments, en vitamines et en oligoéléments que certains légumes frais qui ont traîné sur les étals de certains primeurs. Et les légumes en conserve? Les légumes en conserve, c'est un peu plus compliqué, ce d'autant plus qu'ils sont souvent très riches en sel, les légumes en conserve, donc j'aurais plutôt tendance à recommander le surgelé. Et juste pour compléter, dire c'est quand vraiment c'est très très difficile, on a à l'AFP un assistant social qui peut aussi lui donner des conseils pour avoir une aide ménagère et financer une aide ménagère ou une aide à domicile pour justement peut-être aider à la préparation des repas. Très bien. Que penser de la chondroïtine et la glucosamine qui sont recommandées pour les animaux pour protéger leur cartilage depuis 20 ans et depuis quelques années pour nous? Alors là, la chondroïtine et la glucosamine, ça a été proposé en France dans l'arthrose du genou. Donc, ce n'est pas dans la polyarthrite rhumatoïde, ce n'est pas dans le rhumatisme psoriasique, ce n'est pas dans la spondylarthrite ankylosante. En effet, des études ont été menées chez l'homme et ont montré un effet modeste de ces compléments qui sont classés comme des médicaments en France, si bien que, compte tenu de l'efficacité très modeste, l'assurance maladie a décidé de les dérembourser. Je dirais qu'en cas d'arthrose, si vous souhaitez faire l'essai de la chondroïtine sulfate ou de la glucosamine, eh bien, je vous y encourage, sachant qu'on n'en entendra pas un effet miraculeux, mais que vous pourrez avoir quand même une diminution de vos douleurs, et donc de faire l'essai pendant 3-4 mois. Soit si vous avez l'impression que ça vous fait du bien, pourquoi pas ne pas continuer. Après, attention, parce que dans la glucosamine, ça peut déséquilibrer le diabète, et puis il faut savoir que ce n'est plus remboursé. Donc, il faut quand même regarder le prix de tous ces compléments et médicaments de type complément alimentaire. La spiruline devient à la mode. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas d'avis sur la spiruline, en tout cas pour ce qui est de l'effet sur la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires. Donc, je n'ai pas de recommandation à vous faire par rapport à ça. Y a-t-il des plantes incompatibles avec la cortisone et les autres traitements des rhumatismes inflammatoires chroniques? Alors, je n'ai pas de notion de plante incompatible avec la cortisone, mais après, tout dépend le niveau de consommation des plantes dont vous parlez. Je pense que dès lors que vous avez une consommation équilibrée, régulière, variée et diversifiée de
de plantes sous la forme d'infusion ou sous la forme crue, etc., finalement, ça ne me gêne pas plus que ça. Si vous commencez à avoir le souhait de faire une consommation peut-être un peu plus soutenue, je pense que c'est important d'en parler à votre médecin. C'est important d'en parler aussi à votre pharmacien pour voir si c'est compatible. On trouve dans la littérature qu'il pourrait y avoir un lien entre l'intestin perméable et l'APR. Qu'en est-il exactement? Alors, c'est une voie de recherche, en effet, actuellement. C'est de se dire que probablement que dans la polyarthrite rhumatoïde, eh bien, au-delà de la perturbation du microbiote, donc de votre flore intestinale, eh bien, peut-être que la barrière intestinale est un peu altérée, ce qui fait que certaines mauvaises molécules vont passer du tube digestif à la circulation sanguine et donc vont jouer sur l'immunité. Donc, il est possible que cela intervienne. Ce sont des études actuellement en cours et je trouve que les données sont vraiment intéressantes sur le sujet. Effectivement, on peut voir dans des modèles d'arthrite que la perméabilité intestinale chez la souris peut être altérée et que lorsqu'on la restaure, les arthrites vont un peu mieux. Donc, je pense que c'est une voie de recherche tout à fait pertinente, mais de là à avoir un impact clinique ce jour, eh bien, la réponse est non. Alors, on me signale qu'il y a vraiment beaucoup de questions, mais bon, ça va être encore, on va encore prendre une dernière question. Il va être l'heure de se quitter. Alors, que pensez-vous des huiles essentielles? Je n'ai pas non plus d'avis sur les huiles essentielles. On ne les a pas spécifiquement étudiées. Je pense que c'est surtout basé sur de l'empirisme et sur de l'expérience personnelle. Il faut se méfier avec certaines huiles essentielles qui doivent être appliquées avec grande modération. Donc, je pense que, dans un certain sens, je pense que votre énergie peut être mise ailleurs sur toutes les mesures non pharmacologiques et alimentaires que vous pouvez mener dans votre quotidien avec l'activité physique, l'alimentation et suivre les recommandations dont on a parlé. Merci beaucoup, professeur Selam, pour toutes ces réponses et toutes ces informations, j'allais dire très claires pour nos malades. Pour compléter un peu votre exposé, je voudrais dire que samedi à 14 h, on propose un atelier d'activité physique adaptée en direct. Donc, je vous invite tous à suivre cet atelier qui sera animé par Léa Garel, qui est un coach d'activité physique adaptée. Vous avez cité des outils ou des supports d'information de l'association. Il y a notamment la brochure Polynutrition que vous pouvez commander en ligne sur la plateforme du salon dans la rubrique librairie. Et puis, puisqu'on parle de la plateforme du salon, il y a aussi 2 magazines que vous pouvez télécharger librement. Polyéquilibre, qui est un guide un peu pour vous aider à vivre épanoui avec un rhumatisme inflammatoire chronique, et Polypratique, qui est un magazine plein de conseils pour gérer certaines situations du quotidien, comme choisir sa complémentaire santé, déménager, organiser sa sortie d'hôpital, etc. Donc demain, j'accueillerai le docteur Aline Frazier, qui est rhumatologue à l'hôpital Lariboisière à Paris, et je lui poserai la question, faut-il avoir peur des traitements dans les rhumatismes inflammatoires chroniques? Vous êtes en effet très nombreux à nous faire part de craintes vis-à-vis de vos traitements, donc ce sera l'occasion demain de faire un point sur ce sujet. Donc voilà, donc rendez-vous tous demain à 18 h 30. Merci encore, professeur Selam, d'être venu ce soir avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Bonne soirée à tous, à demain. Merci, bon congrès.